À la une de l'actualité, plus d'une décennie de lutte pour la libération de l'homme noir et la réappropriation de ses valeurs, le mouvement Kamit du Burkina Faso pense que son combat porte peu à peu ses fruits. Nous avons rencontré quelques membres à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique. Dans le même élan, les adeptes de l'Africentricity International, autre mouvement panafricaniste, militent aussi pour l'émancipation de l'Afrique. La 11e conférence se tient les 24 et 25 mai à Ouagadougou avec pour thème la nécessité pour l'Afrique de prendre son destin en main. Et puis les fake news, phénomène dangereux qui menace la santé physique et psychologique des personnes. À l'association Senfilm, on pense que le cinéma pourrait être un puissant vecteur pour sensibiliser un large public sur le fléau. C'est le principal message véhiculé dans le film L'ombre d'un doute. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. Demain, dimanche 25 mai, la communauté internationale commémore la Journée mondiale de l'Afrique. Une occasion pour réfléchir aux maux qui minent toujours le développement du continent. Pour le mouvement Kamit du Burkina Faso, l'un des chemins pour y parvenir, c'est la nécessité pour les Africains de se réapproprier leur propre histoire et leurs valeurs. C'est un combat que mènent ces Kamit regroupés au sein du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita depuis près d'une décennie maintenant. Arsène Konitambi. Assis autour d'une table, à l'ombre d'un arbre, ils partagent du dolo, biais traditionnel local à base de sorgho. Comme leurs aïeux avant eux, ils préfèrent la calebasse plutôt que des verres ou des gobelets. Mais ces choix simples, presque anodins, portent en eux une intention forte, revenir aux sources, se reconnecter avec les traditions. Symbole africain autour du cou, cette jeunesse burkinabé se réclame du mouvement Kamit, inspiré de Kemet, l'ancienne Égypte noire, berceau d'une Afrique fière, érudite et debout. En fait, le kamitisme, c'est un conglomérat des valeurs africaines, des idées africaines, issues de toutes les communautés africaines. Elle fait la promotion de tout ce qui est tradition issue de toutes les communautés. Mais aujourd'hui, il s'agit de réfléchir l'Afrique à travers l'ensemble de ces idées, à travers l'ensemble de cet héritage culturel et historique, pour faire une proposition originale qui peut être le fondement de la construction des nations africaines viables. Tous sont membres du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, une organisation née à l'université Joseph Kizerbo il y a un peu plus d'une décennie. Inspirée par les figures du panafricanisme, Kwame Nkrumah, Joseph Kizerbo, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara entre autres, chaque jour ils s'abreuvent à la source de ces glorieux aînés. Leur combat, déconstruire les schémas hérités de la colonisation, remettre en lumière l'histoire effacée et réhabiliter les cultures africaines dans leur diversité. Parce que déjà, nous sommes partis de l'idée qu'il y a une proposition civilisationnelle africaine du monde qui n'est pas obligée d'être à l'arrière-train des autres narratifs, à l'arrière-train des autres propositions spirituelles, des propositions socio-culturelles et même des propositions politiques. Il est bien possible de réfléchir politiquement, culturellement, économiquement, le monde à la lumière des réalités actuelles d'un point de vue africain. C'est tout cela qui concourt à l'idée, ou en tout cas à l'esprit du kamitisme, tel que nous l'apportons et tel que les autres mouvements le portent au Burkina Faso. À travers des débats publics, des ateliers culturels ou des lectures engagées, ces jeunes questionnent l'héritage colonial, redécouvrent leur langue, leur spiritualité, leur façon de penser le monde. La parenthèse de la colonisation a eu le grand tort de casser la continuité historique entre l'héritage des peuples anciens et nous autres peuples actuels qui avons l'impression que notre histoire commence à partir de la colonisation, ce qui fait qu'il y a énormément de complexes d'infériorité par rapport aux peuples dominants qui nous ont laissé aussi en quelque sorte leur legs culturel et que nous utilisons finalement comme des dominés en n'ayant plus la conscience que nous avons nous aussi notre marqueur, nous avons notre contribution, nous avons nous avons notre signe civilisationnel dans lequel nous nous sentons, dans lequel nous sommes réellement en mesure de donner le plein potentiel de nos sociétés. Le mouvement divise parfois,
Certains y voient une utopie afrocentriste. Mais pour ses partisans, il ne s'agit pas d'un repli identitaire, c'est un acte de résistance, une manière de se réapproprier son histoire, sa fierté et de redéfinir l'avenir en ses propres termes. Ceux qui le disent sont fondamentalement des gens qui sont aliénés par la vision occidentale du monde. Donc, quand vous leur mettez en face une réflexion africaine du monde, ils l'apprécient avec le regard occidental. Et ce regard occidental les conduit évidemment à trouver cette réflexion comme étant agressive. Ils ont même tendance à considérer ça comme du racisme, ou c'est-à-dire qu'on rejette les autres. Non, il ne s'agit pas de rejeter. Il s'agit de se définir une boussole. Une boussole qui n'est pas une boussole qui plane en l'air, située en Occident, située en Asie ou située dans le monde, comment on appelle ça, au monde arabe. En cette journée mondiale de l'Afrique, ces voix rappellent que l'unité du continent passe aussi par une renaissance culturelle, par une mémoire reconstruite et par l'affirmation de ce que signifie être africain aujourd'hui. Eux aussi considèrent que les Africains doivent s'appuyer sur leur histoire, leurs valeurs endogènes pour amorcer le développement du continent. Les adeptes du mouvement Afrocentricity International portent de nouveau le message en marge de leur 11e conférence qui se tient les 24 et 25 mai à Ouagadougou, à Chemedon. L'Afrocentricité internationale soutient l'élévation culturelle, éducative et économique des Africains. Elle veut créer une prise de conscience culturelle et historique à travers les conventions qu'elle organise sur le continent. Celle de Ouagadougou, la 11e, ne déroge pas à la règle. Mieux, elle suscite des motifs de satisfaction pour les membres de cette organisation. Oui, je suis pleine d'espoir. Le combat n'est pas facile, mais je suis pleine d'espoir parce qu'il y a des conversations qu'on peut avoir aujourd'hui qu'on ne pouvait pas avoir avant. Vous voyez, il y a un désir d'Afrique aujourd'hui dans la diaspora qu'il n'y avait pas avant. Vous voyez, je suis venue avec une délégation, nous sommes une trentaine d'Africains. Il y en a qui viennent ici pour la première fois, qui sont tellement émus. Ils voulaient vraiment venir au pays de Thomas Sankara et d'Ibrahim Traoré. Ils sont très très heureux. Nous étions au mausolée de Thomas Sankara hier. Il y en a qui ont pleuré. Vous voyez, donc il y a quelque chose. Il y a vraiment un vent de changement. Maintenant, il faut que ce changement-là, il soit accompagné. Pour une Afrique qui veut se prendre en main, il lui faut mener plusieurs batailles, dont la première se situe sur le front intellectuel. Et donc je pense qu'il y a ce travail-là à faire, d'identification de l'origine et la déconstruction. Et ensuite, maintenant, il y a la reconstruction. C'est-à-dire maintenant, quels sont nos concepts à nous, quelles sont nos théories à nous. Et si ces concepts-là, ces théories-là, on ne les connaît pas, on peut les inventer. Tous les concepts, toutes les théories sont inventés par des humains. La seconde bataille est à mener au niveau économique. C'est compliqué, mais surtout pour nous en Afrique, il y a l'organisation depuis des centaines d'années de la spoliation de l'Afrique. Donc déjà en reprenant le contrôle de nos ressources, et je pense que c'est ce que le président Traoré est en train de faire ici et qui se fait aussi dans d'autres pays, mais ici c'est remarquable. Reprendre le contrôle par exemple pour vous de votre production d'or, et avec ça on peut financer des projets qui vont dans notre sens. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Cette convention Afrocentricité de Ouagadougou se tient sur 2 jours avec plusieurs orateurs. Ce concept prend sa source dans les idéologies de Marcus Garvey, ce militant noir du XXe siècle, précurseur du panafricanisme. Dans un tout autre registre, on parle de paix et de sécurité, des concepts pour lesquels l'engagement des jeunes est non négligeable. C'est la conviction de l'ONG Waneb Burkina qui a organisé à cet effet un panel sur l'éducation et l'engagement citoyen des jeunes filles pour le retour et la consolidation de la paix au Burkina Faso. Les détails avec Bamori Traoré et Benjamin Kouane. C'est un atelier de formation, de sensibilisation qui va permettre aux femmes et aux jeunes filles de contribuer au développement de leur communauté. La participation active de la gente féminine dans les processus décisionnels est non seulement une nécessité, mais également un impératif pour leur développement et pour la paix au Burkina Faso. L'objectif est de contribuer à la promotion d'une paix durable en renforçant l'engagement citoyen des jeunes filles au pays. Nous avons voulu créer ce cadre
d'éducation et de l'engagement des jeunes filles dans la consolidation de la paix. Et d'une part, pour créer ce cadre multiparti intergénérationnel pour approfondir les défis à la participation des jeunes filles dans le cadre de prise de décision et de consolidation de la paix. Et d'autre part, c'est de pouvoir sensibiliser les jeunes filles pour leur engagement dans la paix et la citoyenneté pour le retour de la paix. Et enfin, c'est de pouvoir également partager les connaissances et des leçons apprises avec elles pour qu'elles puissent s'engager davantage pour la paix au niveau de leur communauté. Éducation et engagement citoyen des jeunes filles pour le retour de la paix au Burkina Faso. C'est le thème retenu pour cette édition. L'initiative est fort appréciée par les bénéficiaires. Nous avons constaté que avec WANEP, la jeune fille est plus considérée. Ils prennent en compte la jeune fille dans leurs initiatives de formation et autres. Je peux dire que le retour de la paix nous incombe tous. Donc, cette rencontre est vraiment bénéfique pour nous parce qu'il a permis d'éveiller notre conscience. Voilà, vraiment, cette formation nous a vraiment été bénéfique. Surtout nous, les jeunes filles qui étaient cachées dans l'ombre, qui ne voudraient pas se présenter ou bien se mêler dans les activités des aînés. Et ça nous a vraiment permis de lutter pour notre émancipation en tant que jeunes filles et réclamer notre droit dans les prises de décision. Cette activité rentre dans le cadre du projet Leadership des femmes pour la paix et la sécurité au Sahel. Elle est initiée en collaboration avec l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et l'appui financier de l'ambassade des Pays-Bas. C'est un phénomène qui menace les fondements des sociétés à l'heure du numérique, la désinformation, encore appelée fake news. Face au péril qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes, l'association Semfilm fait recours au 7e art pour contrer le fléau. Elle a produit dans ce sens un court-métrage intitulé « L'ombre d'un doute » pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la désinformation. L'avant-première du film a eu lieu ce 23 mai à Ouagadougou. Maxime. L'ombre d'un doute, c'est l'histoire d'un lycéen qui voit sa vie basculer à cause des fake news. Brillant à l'école, ses camarades jaloux développent une certaine haine. Ces derniers décident alors de nuire au cursus du jeune Samir. S'enchaînent des fausses informations, son père sera accusé d'être un terroriste. Touché moralement, le jeune élève voit ses notes baisser, sa famille plongée dans une tourmente. Regardez les contours. Regardez. Regardez. On sent que c'est très modifié même. Et puis les ongles même sont déformés. Regardez. Il y a quoi? Ça court des types comme mon père que tout va mal dans ce pays. Mais attendez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mon père n'a rien fait de mal. C'est un homme comme tous les autres, non? L'ombre d'un doute, c'est un court-métrage fiction du réalisateur Abdul Aziz Nikema. Ce film de 22 minutes met à nu la problématique autour des fausses informations sur Internet. Objectif, promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale au Burkina Faso. Le but de ce film, c'est aussi poser la réflexion à ces jeunes-là, sensibiliser et les amener à savoir et vérifier toujours l'information, voilà, pour éviter les fake news, les désinformations et surtout donc les messages de haine. Produit par Semfilm, cet outil dénonce les dangers liés aux fake news. Il montre également la force de la solidarité face à l'injustice. Nous avons voulu à travers ce film d'abord présenter à l'opinion publique ces réalités, mais dans un deuxième temps sensibiliser. Créer des espaces de débat, d'échange, de sensibilisation, afin que les uns et les autres soient d'abord davantage informés et aussi qu'ils puissent s'engager à contrer ce fléau-là que malheureusement qui nous mine aujourd'hui. Avec l'ambition de toucher une grande cible, l'association Semfilm prévoit une caravane pour mener le débat autour de la manipulation et la désinformation.
Et ce débat se fera autour d'une caravane que nous allons mener à travers le Burkina Faso, dans des quartiers populaires, dans des espaces publics, dans des centres de formation, des écoles, afin que les uns et les autres, qu'ils soient des jeunes, qu'ils soient des vieux, qu'ils soient aussi de toutes professions confondues, puissent discuter, puissent se comprendre, apprendre davantage et ensemble s'engager à lutter contre ce fléau-là. Je suis l'ami de Chamir qui a été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Il nous a montré en tout cas que faire un truc de fausses informations et publier, ça peut ne pas aller loin, alors que ça peut aller jusqu'à détruire la vie de quelqu'un comme le papa de Chamir qui a perdu son travail et tout. Ce projet de film bénéficie du soutien du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. À présent, voyons cette initiative qui mobilise plusieurs centaines d'élèves à l'épreuve des examens scolaires. À quelques jours des épreuves écrites, ils participent à une grande séance de révision organisée par l'association École au Burkina. En plus des cours d'appui classiques, ces jeunes bénéficient d'un accompagnement en gestion de stress pour mieux affronter la pression des examens, une préparation qui se poursuit en présentiel et en ligne avec une plateforme spécialement dédiée. Bamouri Traoré, Abdourazak Traoré. Ce matin, plus de 300 élèves en route vers le BPC se sont mobilisés pour une intense séance de révision à quelques jours des épreuves écrites. Au programme, mathématiques, motivation et coaching. C'est l'association École Burkina qui orchestre cette initiative. Mais ici, la révision ne se limite pas à des équations et des formules. Les élèves bénéficient également d'un coaching ciblé, centré sur la gestion du stress et la préparation mentale, deux leviers essentiels pour performer le jour J. Les séances se déroulent en présentiel jusqu'au dimanche, mais l'élan ne s'arrête pas là. Une plateforme numérique dédiée prend le relais. Une initiative d'accompagnement local permettant à ces apprenants de suivre tout le cours à travers l'Internet. Avec ou sans Internet, même les élèves dans les zones à fort défi sécuritaire bénéficieront de cet avantage. Aujourd'hui, on met en place donc des plateformes web et mobiles dans lesquelles plateformes on essaie de mettre tout le curricula du programme burkinabé, donc en ligne, en vidéo et accessible gratuitement pour les apprenants. Essentiellement, École au Burkina dispose de ces différents outils. On a un site web et une application mobile. Donc on s'est basé sur le numérique pour démocratiser nos contenus de cours, pour permettre à tous les élèves de réviser en toute sérénité. Concrètement, pour accéder à nos outils, avec le site web, vous tapez tout simplement écoleauburkina.org, le site va se présenter, vous créez votre compte et vous commencez à bénéficier des accès, bénéficier des contenus de cours. Une initiative appréciée par les premiers bénéficiaires. Je pense que c'est bon, c'est bien et pour avoir une plateforme et pour nous, en particulier les élèves, d'apprendre les leçons, réviser les exercices que l'on ne comprend pas. Je pense que c'est une bonne initiative. Le thème de ce jour, ou du moins ce dont il est question aujourd'hui, c'est apprendre à distance. Nous allons dire apprendre à distance. Apprendre à distance, ça va. Donc les objectifs du projet vont en droite ligne avec ce que le ministère est en train de promouvoir actuellement. Donc le ministère encourage l'apprentissage à distance à travers les technologies de l'information. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte, il suffit de télécharger l'application École au Burkina. Après l'installation, procédez à l'inscription en suivant ces étapes. Entrez votre nom et prénom, saisissez votre adresse e-mail, indiquez votre niveau d'études, choisissez un mot de passe. Une fois ces informations remplies, vous pouvez accéder à la plateforme et commencer vos révisions en ligne. Dans le même élan de réussite scolaire, l'ONG L'Enfant du Monde vient elle aussi de lancer le projet Équipe
qui vise à promouvoir une éducation de qualité, inclusive et protectrice au Burkina Faso. Le projet sera mis en œuvre dans les régions du centre-nord, du centre-ouest et des Hauts-Bassins pour une durée de 4 ans. Les détails avec Amadou Diko. Une éducation de qualité passe par l'amélioration de la formation initiale, continue et de l'encadrement pédagogique. C'est la conviction de l'ONG Enfants du Monde. L'organisation non gouvernementale suisse en a fait son cheval de bataille dans son projet intitulé Équipe, éducation de qualité, inclusive, protectrice et équitable. Lancée depuis la cité du Cavalier Rouge, cette initiative se donne pour mission principale le rehaussement des performances du système éducatif à travers le renforcement des capacités des acteurs clés de l'éducation. Il y a 57 formateurs de l'INFPE qui seront touchés. Il y a plus de 2000 enseignants qui seront impactés donc, par ce programme-là. Il y a plus de 65 000 élèves qui seront impactés. Mais au-delà de ça, il n'y a que les modules qui seront élaborés pour capaciter les enseignants de la zone de couverture seront utilisés également sur tous les territoires pour choses. Il y a que nous allons accompagner aussi dans l'acquisition de matériel. Vous savez qu'au niveau des CEP, le problème de logistique se pose. Donc le programme entend accompagner le ministère dans l'acquisition de cette logistique-là, afin de faciliter l'encadrement des enseignants sur le terrain. Dans son axe 2, Équipe ambitionne également développer une éducation préscolaire de qualité, en augmentant le taux de préscolarisation estimé à 6,9%. C'est assez faible, donc il faut agir là-dessus. Mais il faut voir aussi comment est-ce qu'on peut rendre vraiment le préscolaire accessible, parce qu'il est essentiellement dominé par le secteur privé, il est coûteux. Et nous voulons travailler vraiment, trouver avec le ministère en charge de l'éducation, quelle est la formule qui sied pour que vraiment ce soit accessible pour toutes les communautés. Relever ces défis nécessite l'implication des communautés et des collectivités territoriales. Le volet est pris en compte dans la mise en œuvre de ce projet. Ce programme s'allie aux politiques nationales et communales qui sont édictées au niveau national et au niveau décentralisé. Voilà pourquoi nous pensons que ce programme est à la bienvenue et nous nous engageons fermement au niveau du personnel administratif, aussi bien des collectivités, à jouer notre partition pour que les activités qui vont être déroulées à travers ce programme-là puissent connaître le plus de succès possible. Le projet Éducation de qualité, inclusive, protectrice et équitable est financé à environ 4,8 milliards de francs CFA par la Confédération suisse. Il est mis en œuvre dans les régions du centre-nord, du centre-ouest et les Hauts-Bassins. Dans la région des Hauts-Bassins, l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme poursuit son périple pour porter la voix de ses membres sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. La démarche se traduit par une série de plaidoyers auprès des autorités municipales de la région. Après la province de la Comoé, l'association était ce jeudi à Bobo-Dioulasso pour le même exercice. Diakalia, Siri, Soto, Justin Dabiri. C'est un atelier de plaidoyer qui réunit les présidents et les membres des délégations spéciales de la province du Oué. Initié par l'association burkinabé pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme, ABIPA, cet atelier se veut un cadre d'échange avec ces décideurs locaux pour une réelle inclusion des personnes atteintes d'albinisme dans les politiques de développement. Il n'y aurait pas que ce sont eux qui sont les acteurs clés, qui sont les premières autorités qui vivent avec les différentes populations. Donc il est important pour nous de les approcher, de leur faire connaître nos besoins, nos préoccupations et plaider afin que dans les différents projets et programmes de leurs différentes localités, qu'ils prennent en compte donc nos besoins. C'est donc un atelier qui va permettre d'examiner de façon pratique les besoins, mais également les difficultés auxquelles font face les personnes handicapées, surtout celles atteintes d'albinisme selon les organisateurs. Qui sont essentiellement des besoins liés
à l'éducation des personnes handicapées, les enfants handicapés, y compris les élèves atteints d'albinisme. Il y a également les besoins liés à l'emploi, le fait du soleil, le fait des difficultés cutanées, c'est-à-dire la peau qui est sensible et qui ne supporte pas les rayons solaires. Les personnes atteintes d'albinisme n'arrivent pas à faire tous les travaux qui les exposent au soleil. Donc il faut des emplois spécifiques pour qu'ils puissent exercer leur métier à l'homme qui les protège donc des conséquences de l'albinisme qui sont souvent des cancers de la peau. Une initiative appréciée positivement par les autorités provinciales qui voient en cela un bon départ pour une inclusion effective des personnes albinos dans le processus de développement participatif et inclusif que promeuvent les autorités actuelles du Burkina Faso. Vous savez bien que les communes planifient le développement pour une durée déterminée, pour 5 ans. En particulier, le référentiel, c'est le plan communal de développement. Donc, ce plan-là peut également intégrer, bien sûr, ce pan du développement et la prise en compte, bien sûr, des besoins des personnes handicapées et en particulier, comme je l'ai dit, les personnes atteintes d'albinisme. Donc, la rencontre est très pertinente, la rencontre est utile. Pour nous, CBM, soutenir ce projet qui cadre bien avec notre mission. Parce que notre mission est d'œuvrer pour lutter, pour mettre fin à ce cycle de pauvreté et de handicap. Donc, avoir un programme dans lequel il y a des actions de plaidoyer pour l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme est une activité prioritaire pour nous. Cet atelier de plaidoyer se tient dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gambélé, dont la réalisation a été rendue possible grâce au soutien financier de Global Disability Inclusion. Cet atelier de Bobo Dioulasso intervient après celui de Banfora dans la Comoué tenu le 21 mai 2025. Les acteurs de la production d'huile de coton, l'Agence nationale en charge des produits de santé et la Ligue des consommateurs autour d'une même table pour réfléchir à des mécanismes à même d'améliorer la qualité des huiles destinées au marché local. La concertation débutée ce 23 mai marque le début d'un processus et d'un dialogue permanent visant à garantir une alimentation saine aux consommateurs burkinabés. Océane Daboni. Les échanges sont francs entre les acteurs de la filière huile de coton, les responsables de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé ANCAT et ceux de la SONAGES. Ensemble, ils identifient les difficultés majeures du secteur afin de proposer des solutions concrètes pour garantir une huile de meilleure qualité aux consommateurs. Le gouvernement a décidé, à travers l'initiative agro-pastorale qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur en ces derniers temps, de faire en sorte que notre souveraineté nationale aussi soit aussi une souveraineté alimentaire. Et en matière de production d'huile, vous savez qu'il y a eu parfois des petits écarts par rapport à la qualité de l'huile qui a été proposée dans certains milieux. Et c'est saisissant justement cette opportunité que nous avons pensé qu'il était de bon ton, parce que les producteurs d'huile sont aussi des consommateurs de leur propre production. Et s'il y a des méprises par rapport au procédé de production, il est tout à fait normal pour une agence que nous sommes, pour l'agence que nous sommes, de pouvoir les réunir autour des questions spécifiques hautement techniques pour savoir où peut se trouver des points critiques au niveau de la production de leur huile. Du côté de la SONAGES, cette initiative est accueillie comme une opportunité de mieux accompagner les producteurs et de jouer pleinement son rôle de garant de la disponibilité des denrées alimentaires sûres. Lorsque nous mettons des produits de grande consommation, n'est-ce pas, à la disposition de la population, il faut s'assurer véritablement de la qualité. Et pour cela, lorsque, en collaboration avec la NCAT, les échanges nous ont conduits à proposer une formation à l'adresse de toutes les huileries, nous n'avons pas lésiné, n'est-ce pas, sur les moyens à déployer pour tenir pareille activité. Donc c'est pour cela que nous nous réjouissons aujourd'hui de la tenue de cette activité qui, au-delà, n'est-ce pas, des questions peut-être que nous avons connues, aura la conséquence bien heureuse de nous assurer qu'à l'avenir, nous aurons des huiles de qualité pour toute la population. La Ligue des consommateurs salue une initiative qui place enfin la santé du consommateur au cœur des priorités. L'heure est à la promotion de la consommation des produits locaux.
alors que malheureusement plusieurs fois les huiles produites localement ont été épinglées sur le plan de la qualité. Il était vraiment temps qu'on rassemble les acteurs pour les former de façon à ce qu'ils puissent disponibiliser de l'huile de qualité incontestable. Comme ça, les huiles made out qui viennent d'ailleurs ne seront plus privilégiées par rapport à la production locale. Cette concertation, selon les participants, n'est que le début d'un processus régulier de dialogue en faveur d'une huile de coton de meilleure qualité, accessible et sans risque pour les populations. Un nouveau président à la tête du conseil d'administration de la coalition des réseaux et associations burkinabè de lutte contre le VIH-Sida et la promotion de la santé. Il s'agit de Herman Abouga, élu pour un mandat de 3 ans. Son ambition, fédérer les actions des membres autour d'un défi commun, celui de mettre fin au VIH-Sida d'ici à l'horizon 2030. Amadou Diko. Herman Abouga prend officiellement les rênes de la coalition des réseaux et associations burkinabè de lutte contre le VIH-Sida et de la promotion de la santé. Aussitôt installé, le nouveau président du conseil d'administration de la CORAB s'entoure d'une équipe de 7 personnes. Ensemble, ils se donnent pour mission principale la lutte contre le VIH-Sida et les maladies de santé publique à travers une synergie d'action. En tant que président du conseil d'administration de la CORAB, je m'engage à porter haut cette vision. Je travaillerai à valoriser l'expertise communautaire, consolider les capacités de nos organisations membres, plaider pour le financement durable, accessible et adapté aux réalités du terrain, et défendre sans relâche les droits de la santé, à la dignité et à la justice sociale. Je suis convaincu que notre pays regorge d'initiatives locales fortes, de solutions endogènes et de leaders communautaires engagés. Notre rôle au sein de la CORAB est de les mettre en lumière, de les soutenir et de créer ensemble des espaces de transformation sociale durable. Toutes ces actions ont un seul but, contribuer à mettre fin au VIH-Sida d'ici à l'horizon 2030. Une ambition du gouvernement burkinabè également soutenue par l'ONU-SIDA. Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Les défis sont quand même innombrables, très très difficiles. Et je serai moi-même et toute l'organisation, mais aussi tous les partenaires techniques et financiers que je représente, aux côtés de la CORAB, aux côtés des autorités nationales, pour mettre fin à cette épidémie d'ici à 2030. La CORAB fédère 178 réseaux et associations répartis entre les 45 provinces du Burkina Faso. Sa mission, contribuer à l'accès universel aux soins de santé à travers la promotion du leadership de la société civile. Dans la suite de ce journal, la caisse d'épargne et de crédit de la Boucle du Moun ouvre officiellement ses portes dans la ville de Sia. L'agence de Bobo Dioulasso porte désormais à 9 le nombre des caisses à travers le pays. L'objectif de cette institution financière est d'œuvrer à une inclusion financière pour toutes les couches sociales au Burkina Faso. Diakalia Siri, Claude Sanou et Soto Justin David. C'est une première dans la ville de Bobo Dioulasso. Après Koudougou et Ouagadougou, la caisse d'épargne et de crédit de la Boucle du Moun, CCBM, ouvre ses portes à Bobo Dioulasso. Situé au secteur 21 sur l'avenue Issa Ayatou, l'ouverture de l'agence CCBM de Bobo Dioulasso s'inscrit selon les responsables de la caisse dans leur politique d'extension. Cette nouvelle agence vise également à offrir des services diversifiés aux couches les plus vulnérables, dont les populations rurales, pour une véritable inclusion financière. Nous avons effectivement démarré en zone rurale pour pouvoir accompagner les agriculteurs et les ruraux de façon générale. Mais au fur et à mesure, on s'en est aperçu que pour que nous puissions effectivement être une institution pérenne et encore mieux aider les populations rurales, et vu le contexte sectoriel et sécuritaire, il était quasiment nécessaire
qu'on colonise les grandes villes. Et donc du coup, on a amorcé cette dynamique d'extension et d'anticipation depuis 2017. Et aujourd'hui, nous sommes à Bobo pour l'ouverture de la 9e agence. L'ouverture de l'agence de la CCBM de Bobo-Dioulasso, qui vient porter à 9 le nombre total des agences à travers le pays, répond à un besoin stratégique de renforcement de la finance inclusive, ce qui représente un outil important au service du développement social, selon le gouverneur de la région des Hauts-Bassans. L'ouverture de cette nouvelle agence va bien au-delà d'un simple acte d'expansion géographique. Elle symbolise un jalon stratégique dans le renforcement de la finance inclusive, outil essentiel de développement au service des populations de notre pays en général et de la région des Hauts-Bassins en particulier. Au regard des relations très importantes entre notre institution et la caisse d'épargne, à travers des différents accompagnements, nous les avons appuyés avec le financement de la Banque ouest africaine de développement. Et récemment, la caisse est désignée parmi 7 autres institutions de microfinance pour accompagner le gouvernement burkinabé dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative LAFIA, qui consiste à accompagner 100 000 personnes vulnérables. Créée en janvier 2006, la caisse d'épargne de crédit de la Boucle du Moun compte au 31 décembre 2024 plus de 13 700 clients membres. Elle a mobilisé et sécurisé durant ces 3 dernières années une épargne nette de ses membres d'un peu plus de 25 milliards 700 millions de francs CFA. L'établissement Gabriel Tabourin célèbre cette année ses 30 ans d'existence. Une série d'activités éducatives, culturelles et sportives est organisée à l'occasion de ce jubilé. Parmi les temps forts de cette célébration, un tournoi de football inter-établissement dont les moments marquants nous sont relatés par Arsène Kontable. En finale de la Coupe inter-établissement pour les 30 ans du lycée Gabriel Tabourin du Sahaba, il y avait en finale l'équipe du lycée Haute en orange face au lycée Wenpwili en bleu. Le match est fermé, mais le GT arrive à inscrire un premier but avant que les visiteurs ne réduisent ensuite le score. À un but partout, les tirs au but permettent à l'équipe du lycée Gabriel Tabourin de s'imposer devant son public. Pour le frère directeur de l'EGT, Pascal Raessé, ces 30 années d'existence marquent bien plus qu'un anniversaire. Ce jubilé est une occasion de rendre grâce à Dieu et de regarder l'avenir avec espérance. Alors, 30 ans de l'établissement, c'est une action de grâce. Alors, il faut dire qu'il y a 30 ans, ce n'est que les effectifs, ils étaient 132 et présentement, ils sont 2887. Donc, il y a quoi rendre grâce à Dieu et remercier tous les acteurs, tous ceux qui ont contribué pour que l'établissement prenne ce ressort. On dit souvent qu'un esprit sain dans un corps sain, voilà, et ainsi on peut dire que ça contribue à la formation des jeunes. Même sentiment partagé par le président de l'association des parents d'élèves. Il se réjouit de l'engagement constant de l'établissement dans la formation intégrale de l'enfant et se réjouit du succès de cet événement au cours duquel les élèves ont été heureux de se retrouver. Cette année, nous avons essayé de combiner les deux coupes. Alors la coupe APE qui s'est déroulée avec les classes de l'établissement Gabriel Tabourin interclasse et la coupe EGT 30 ans et qui s'est déroulée à inter-établissement. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes contents de la mobilisation des enfants, nous les encourageons, surtout que durant toute la compétition, il y a eu du fair play et à la fin, véritablement, on a senti un esprit sportif, spécifique entre eux. Ils étaient heureux de se retrouver et nous souhaitons que les enfants continuent comme cela. Nous sommes faisons partie de la première promotion, donc on parle de à peu près 30 ans. Et à 30 ans, si on vous disait de venir ici, vous réfléchissez 2 fois. Et vous voyez aujourd'hui, comme le directeur l'a dit, l'effectif a évolué. Les choses aussi ont changé parce que ce n'est pas la même génération, mais nous sommes là pour créer le lien justement entre les anciens et nos jeunes frères, nos enfants qui sont là présentement, afin qu'ils perpétuent justement ces valeurs-là inculquées dans ces établissements-là.
La célébration des 30 ans de l'EGT est un moment de communion et de reconnaissance, mais aussi une promesse renouvelée d'excellence pour les années à venir. De nombreuses activités sont prévues jusqu'en novembre. Et bien voilà, les mots s'arrêtent, mais l'écho de l'info continue. Merci d'avoir prêté l'oreille et le cœur à ce 19h30. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.